Au XIXe siècle, une toute nouvelle science apparaît, l'archéologie préhistorique. On pourrait croire que c'est une quête purement scientifique, mais en réalité, ça va très vite devenir un véritable champ de bataille, un terrain d'affrontement politique et nationaliste, surtout entre la France et l'Espagne. C'est une histoire fascinante. On pourrait se dire, creuser la terre pour trouver des vieux caillots taillés, quoi de plus neutre, hein, non ? Et pourtant, on va voir que dans cette histoire, chaque coup de pioche est devenu bien plus que ça. C'est devenu une affirmation d'identité nationale. Et tout a commencé avec une découverte qui, au début, avait tout l'air de rassembler les gens. Alors on remonte un peu le temps, on est en 1862. L'Europe est en pleine ébullition scientifique. Et justement, une découverte en Espagne semble incarner cette nouvelle ère de coopération. Une science sans frontières, où les chercheurs unissent leurs forces pour la connaissance. Le point de départ de tout ça, c'est cette pierre, un simple morceau de silex, un peu bizarre, trouvé par un ouvrier sur un chantier près de Madrid. Un petit objet, mais qui va à lui seul lancer la préhistoire espagnole sur la scène européenne et déclencher une chaîne d'événements absolument incroyable. Autour de cette fameuse pierre, une équipe franco-espagnole se forme. D'un côté, l'ingénieur espagnol Casiano de Prado, de l'autre, des pointures françaises de la géologie de la préhistoire, de Verneuil et Larté. Sur le papier, c'est l'image parfaite de la collaboration. Sauf que, dans la réalité, on va voir que le partenariat n'est pas si équilibré que ça. Et voilà, le ton est donné. La découverte est espagnole, mais le tampon de validation, si on peut dire, il est français. C'est l'autorité scientifique de Paris qui donne sa bénédiction. Et ce petit déséquilibre de départ, il va très vite transformer la belle collaboration en une compétition féroce. Alors, comment est-ce que cette belle entente a pu déraper à ce point ? Pour le comprendre, il faut regarder un peu les coulisses. Comment la science elle-même s'organisait à l'échelle des nations à cette époque. Et là, c'est super intéressant. Parce que, contrairement à l'image qu'on va essayer de construire plus tard, l'Espagne n'est pas du tout à la traîne. Pas du tout. Société d'anthropologie, musée national, les deux pays créent les mêmes institutions quasiment en même temps. Il faut garder ça en tête. Parce que le discours français qui va suivre sur une Espagne en retard va paraître encore plus ironique. D'un côté, on a le beau discours, l'idéal de la science universelle, le partage. Et puis, il y a la réalité du terrain. Et là, c'est beaucoup moins rose. Ce sont des rivalités nationales, des objets qui partent des sites de fouilles espagnols pour finir dans des musées français, et des congrès internationaux où tout se passe en français et où ce sont les scientifiques français qui mènent la danse. Et puis, en 1878, arrive le moment de la rupture, le point de non-retour. Une découverte tellement spectaculaire, tellement révolutionnaire, qu'elle va provoquer un véritable tremblement de terre dans le petit monde de la science, les peintures de la grotte d'Altamira. Imaginez la scène, vous découvrez des chefs-d'œuvre qui ont des milliers d'années et l'élite scientifique de l'époque, menée par les Français, vous accuse d'être un faussaire. C'est d'une violence. Pour eux, l'homme des cavernes, c'était une brute. L'idée qu'il puisse être un artiste, impensable. La science de l'époque n'était tout simplement pas prête pour ça. Ce rejet d'Altamira, ça change tout. L'Espagne n'est plus vue comme une partenaire. Elle devient un territoire à explorer, une sorte de mine archéologique à ciel ouvert, plein de trésors qui n'attendent que l'expertise étrangère pour être enfin révélés au monde. Le sud de l'Espagne, en particulier, devient un vrai terrain de jeu pour les archéologues étrangers. Les frères Siret, par exemple, qui étaient belges, vont y faire un travail considérable. Ils s'intéressent à une autre période, le néolithique, et pour eux, la péninsule ibérique est un laboratoire à ciel ouvert. Le néolithique, en 2 mots, c'est quoi ? Eh bien, c'est une révolution. C'est le moment où l'humanité invente l'agriculture, domestique les animaux, bref, où on arrête de courir après les mammouths et on commence à construire des villages. Et l'Espagne est vue comme un endroit clé pour comprendre ce grand basculement. Et cette vision condescendante, elle va être théorisée, mise noir sur blanc. Écoutez bien cette phrase, elle vient du manuel de référence de l'époque, écrit par le grand spécialiste français Émile Cartaillac. Il écrit que l'Espagne est simplement en retard. C'est direct, c'est assumé et ça va justifier beaucoup de choses. Le raisonnement est terrible, mais très efficace. On commence par dire que le travail des Espagnols est vague, pas sérieux. Donc, on en déduit qu'ils ne sont pas capables de s'occuper de leur propre patrimoine. Et la conclusion logique, c'est qu'il est légitime que d'autres, plus compétents, s'en chargent. Et au passage, bien sûr, rapportent les plus belles pièces chez eux. Forcément, à un moment, la coupe est pleine. L'Espagne ne va pas se laisser faire indéfiniment. Au tournant du XXe siècle, la riposte s'organise. Une nouvelle génération de scientifiques et de politiques espagnols décide qu'il est temps de reprendre le contrôle de leur propre histoire. Et la contre-attaque, elle est méthodique. C'est pas juste des protestations en l'air, c'est un vrai plan stratégique. D'abord, on dénonce publiquement ce pillage.
Ensuite, on vote des lois pour le stopper net. Et enfin, on crée ses propres institutions pour financer et diriger la recherche espagnole. C'est une véritable offensive de reconquête. S'il y a une année à retenir, c'est celle-ci, 1911. C'est l'année où l'Espagne vote une loi révolutionnaire sur les fouilles archéologiques. C'est l'arme juridique qui va enfin permettre de changer les règles du jeu. Et pour que la loi ne reste pas juste un bout de papier, on crée l'outil qui va avec. Une commission, au nom un peu long c'est vrai, mais dont la mission est très claire. C'est elle qui va désormais financer les fouilles, publier les résultats, former les archéologues, bref, elle devient le bras armé de cette reconquête scientifique. Toute cette lutte, toute cette reconquête va culminer dans un événement spectaculaire. Un grand coup de théâtre national qui ne va pas seulement montrer des objets, mais qui va complètement réécrire le récit du passé préhistorique de l'Espagne. On est en 1921, cette exposition d'art préhistorique à Madrid, c'est bien plus qu'une expo. C'est un acte politique, une déclaration de puissance culturelle. C'est le moment où l'Espagne dit au monde « Vous vous souvenez de nos bisons d'Altamira, ceux dont vous vous moquiez ? Eh bien, regardez-les bien ». Et là, tout est fait pour que le message soit limpide. Le lieu d'abord, la prestigieuse Bibliothèque nationale. L'invité d'honneur, le roi lui-même. L'objectif est clair, montrer que l'Espagne n'est pas en retard, mais qu'elle est au contraire un berceau fondamental de l'art occidental. Le récit a complètement changé. Et au milieu de toute cette pompe, il y a un détail humain absolument poignant. Une des visiteuses de l'expo est Maria Sanz de Sauchuola. C'est la fille de l'homme qui a découvert Altamira et qui est mort sans que sa découverte soit reconnue. Sa présence ce jour-là, c'est la victoire finale, c'est la revanche de son père. Finalement, que nous apprend toute cette affaire ? Que l'archéologie, surtout quand elle touche à nos origines, n'est jamais vraiment neutre. La bataille pour le passé de l'Espagne nous rappelle une chose essentielle. Celui qui contrôle le récit de l'histoire détient un pouvoir immense sur le présent.